Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. L'AC Milan s'est imposé 2-1 sur la pelouse de la Sampdoria grâce à un but de Kessié et Castillero. Mais avant d'en parler, j'ai à mes côtés Théo. Salut Théo. Salut à tous. Et Yann. Bonjour tout le monde. Petite rétrospective avec Théo sur le match de Ligue Europa face au Celtic de jeudi. Que s'est-il passé durant cette rencontre? Quel a été le résultat du match? Qu'est-ce qu'il faut en retenir, Théo? Ouais, exactement, Guillaume, puisque avant d'affronter la Samp hier, on devait, on va dire, acquérir définitivement cette qualification. C'est pour ça, on accueillait le Celtic en crise en championnat et qui a surtout pris qu'un point dans la compétition. C'était face à Lille. Bon, globalement, autour de la compo, des petites hésitations quand même. On a senti, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais une grosse incertitude autour de Kjaer qui est finalement là. Krunic, un peu écarté du groupe, finalement titulaire, Sandro Tonali sur le banc. Devant, il faut composer sans Zlatan. Donc, Castillero était là, Auge titulaire, et puis Kalin Rebic. Et globalement, les 25 premières minutes, on va dire les 20 premières minutes, sont la pire chose que tu peux montrer dans une école de foot pour comment ne pas débuter une rencontre. Milan passe totalement à côté de son match. Krunic, catastrophique sur ses relances, offre un but. L'alignement de Gabia digne d'un U9 en offre le deuxième. C'est Dalot, pardon. Et sur ces 14 minutes, on prend du coup 2 buts et on perd en plus un Kjaer sur blessure. Il y avait quand même cette incertitude sur sa présence. Moi, le premier, j'aurais pensé qu'il leur a fait souffler, mais non, le Danois se blesse musculairement, je pense. On va voir la gravité de la blessure. Maintenant, voilà, toujours est-il que 2-0 après 14 minutes de jeu, je m'attends à un match piège parce qu'on avait beaucoup de choses à faire dans ce match et pour l'instant, ce n'était pas le cas. On se rattrape. Kalin puis Castillero en 2 minutes. Le match déroule. En deuxième mi-temps, il n'y a pas photo, on est au-dessus. Krunic, qui est auteur d'une première mi-temps désastreuse, sort. Auge il va de son but. Brahim Diaz rentre en cours de match et inscrit également un petit but. Ça fait une victoire 4-2. On se qualifie, on assure la qualification au 16e de finale. Au classement, on a 10 points. La double confrontation face à Lille aura clairement fait basculer un statut dans ce groupe. On n'en reste pas moins qualifié. Dernier match face au Sparta. Ils ont 3 points on a 4 points d'avance sur eux, donc c'est impossible qu'ils nous doublent. Je pense que Pioli fera tourner, mais pour la première place, en revanche, elle reviendra très certainement à Lille qui va tout faire pour éviter un faux pas face au Celtic qui n'a pris qu'un point. Oui, sachant qu'il n'y a qu'un point d'écart entre Lille et Milan. Donc, en cas de nul de Lille et de victoire pour nous, on passerait quand même devant. Donc, la première place est peut-être encore possible pour l'AC Milan. La place est envisageable, mais je pense qu'au vu de l'enchaînement des matchs et de le rythme qu'on arrive à garder malgré les blessures et les circonstances en championnat, il serait quand même plus sage d'aligner une équipe plus bis face au Sparta parce que même cette équipe bis, si on garde quand même 2-3 éléments forts, peut s'imposer et la qualification est déjà acquise en plus. Certes, il y a ce petit écart d'un point qui nous laisse une petite chance, tu as raison de le souligner, mais je vois mal Lille, encore plus avec ce qu'ils ont montré ce week-end dans Ligue 1, lâcher l'affaire à la dernière journée et ne pas s'assurer la première place face à nous. Très bien, merci Théo. On va passer du coup au match d'hier de la Sampdoria face à l'AC Milan. Qu'en as-tu retenu toi globalement, Yann, de ce match? Très bon match. Avant de commencer, peut-être une petite statistique. Hier, nous avons battu un nouveau record, messieurs. Il fallait remonter à la saison 73-74, 73-74 pour vous. Match consécutif avec au moins un but marqué par match. Il fallait remonter, comme dit, à la saison 73-74 pour revoir cette stat. Et Milan l'a battu hier en alignant un 30e match consécutif en inscrivant au moins un but. Dernier match où Milan n'avait pas marqué de but, il faut remonter au 6 janvier 2020. C'était un match à San Siro qui s'était terminé sur un 0-0 face à la Sampdoria de Gênes. Alors oui, hier soir, Milan qui s'en sort. Milan, grand caractère d'équipe, grande équipe. Moi, je trouve une image qui met
parfaitement, qui nous montre parfaitement cet état d'esprit, c'est la célébration du deuxième but avec Pioli qui vient célébrer avec les joueurs. Et on voit ces derniers temps à travers des petites vidéos, des petites stories sur Instagram, c'est désormais un peu la tradition du football moderne, on va dire, de revoir ces moments de liesse sur les réseaux sociaux. Eh bien, on voit qu'on a une équipe très solide, très compacte, qui, quoi qu'il arrive, on l'a vu hier avec beaucoup d'absences, hein, l'absence de Zlatan, l'absence de Benacer, l'absence de Kier. Une équipe qui reste ensemble, qui se bat jusqu'au bout et qui rapporte les 3 points. Théo l'a dit, on l'a vu jeudi aussi face au Celtic, une équipe qui a la capacité mentale de réagir. Et ça, c'est très, très bon. Pour en revenir complètement sur le match d'hier, on a un début de match un peu compliqué pour les Rossoneri à la 8e minute avec un corner où Tonelli, pas à confondre avec Tonali, qui met une tête pour la Sampdoria et c'est Donnarumma qui doit le sortir déjà avec une incroyable Quelle claquette. partie de billard ce corner, c'est extraordinaire. C'est exactement, oui, un peu nos problèmes qu'on a sur corner en fait. Tout simplement, ça montre très bien que sur corner, on a encore des difficultés du jeu de tête, de se dégager sur corner. Les 3/4 des buts qu'on se prend, ça reste quand même sur des situations un peu bizarres sur corner. Donc, je pense que c'est clairement quelque chose à travailler. Ensuite, on a quelques occasions, notamment, moi je trouve Brahim en attaque qui manque un peu de spontanéité. Certaines fois, il récupère quelques fois le ballon. On a des possibilités de jouer un bon contre grâce à notre pressing assez haut. Mais rien n'y fait. Il faut attendre la 43e minute pour voir une faute de main sur une tête de Théo, si je ne me trompe pas. Main qui pour moi est claire. Je ne vois pas pourquoi on a chipoté si longtemps. Enfin, j'ai trouvé l'arbitre très hésitant sur cette main et beaucoup de réclamations de la Sampdoria. Alors pour moi, c'était clair que c'était une main. Kessie qui va, avec son sang-froid habituel, transformer ce penalty juste avant la pause. Juste après la pause, c'est Diaz qui va sortir et c'est Aougué qui va rentrer. On va en rediscuter peut-être plus tard du positionnement de Diaz et d'Akan en première mi-temps, qui moi j'ai trouvé vraiment pas terrible du tout, même si j'ai presque envie de dire catastrophique. Aougué qui rentre et qui va vraiment se positionner sur son flanc gauche. Et c'est là que, pour moi, on a commencé un peu à jouer, on a commencé à retrouver un petit peu notre jeu. Et c'est à la 76e minute, Rebic qui reçoit un bon ballon de Aougué qui fait un super travail sur le flanc gauche, qui va ensuite la mettre en retrait sur Castillero qui, 8 secondes après son entrée, va inscrire le but du 2-0. On va se faire une petite frayeur à la 81e minute où Ekdal va égaliser, va mettre le 2-1 sur corner. Mais finalement, c'est 3 points importants. C'est un Milan qui garde la tête du championnat et c'est un Milan qui est très, très, très important pour moi. Mais 6 points d'avance sur la 4e place, synonyme de Champions League qui reste pour moi l'objectif cette saison. Tu as raison de préciser là au classement. On va faire un point sur le classement. Donc Milan est premier devant l'Inter Milan, mais surtout a déjà 6 points d'avance sur le Napoli et la Juventus de Turin qui se classe 4e. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est ça, on a 12 points d'avance déjà sur l'Atalanta Bergame. 12 points d'avance. Donc voilà, c'est face à des concurrents directs comme l'Atalanta. On en a 9 sur la Lazio, 8 sur la Roma. Donc on fait vraiment le travail en début de saison et c'est important de le souligner qu'on prend des points importants. Là encore, il ne fallait pas 10 minutes de plus parce qu'on a vu qu'après le but, on s'est mis à défendre et à être regroupé dans notre partie de terrain de manière assez dangereuse. Voilà, la Samp a vraiment mis un pressing très haut dans les 10 dernières minutes. Il ne fallait pas 10 minutes de plus parce que sinon, on pouvait peut-être se retrouver avec une égalisation de la Sampdoria. Mais en tout cas, un beau match des Milanais. Toi, t'en as pensé quoi, Théo? Yann le disait très justement, la victoire de cette équipe, de l'entité entière, qu'il faut retenir, je pense que c'est ça le plus important. On a quand même, on n'a pas le même rendement sans nos cadres, c'est évident, c'est propre à chacune de nos équipes. Néanmoins, je me satisfais quand même de ce qu'on propose hier face à une équipe de la Samp qui a quand même pas été extraordinaire sur tous les aspects de jeu. L'absence de Benacer m'a fait très peur parce que Tonali commence à faire sa place. On en parlera dans les tops et flops. Ça commence à être intéressant ce que propose l'ancien milieu de Brescia, mais il y a quand même encore certaines irrégularités dans le jeu face aux performances de Kessié qui sont quand même assez nettement visibles. Il y a surtout Ante Rebic à qui on ne rend pas service pour l'instant, mais ça, c'est encore un autre débat. Sur ce qu'on propose sur ce match-là, c'est quand même intéressant. Il y a cette ouverture du score de
de caissier. La main, franchement, j'ai un peu plus du mal que Yann. On a de la chance qu'elle nous soit accordée. Je pense que ça, il faut le reconnaître. Et on a encore plus de chance que le penalty sur Romagnoli ne soit pas accordé. Parce que la faute, elle est évidente d'aller sur Romagnoli. Je ne Mm. sais plus c'est quel joueur de la Samp qui dégomme sur son coup de coude, mais Ouais. je pense que là-dessus, il faut être lucide. Il y avait penalty. Au vu du contexte en plus, ça aurait peut-être fait match nul plutôt qu'une victoire, mais on n'est pas là pour refaire le match. Non, la bonne surprise aussi, c'est qu'on arrive à progressivement retrouver un Castillero dans le groupe. On n'oublie pas les performances désastreuses qu'il nous a sorties pendant quelques mois, mais 3 buts sur les 3 derniers matchs, ça reste quand même intéressant. Et puis voilà, Makers que j'ai trouvé encore bon. Donc non, la globalité de l'équipe, c'est qu'on arrive quand même à gagner des matchs sans nos cadres. Là, on a vraiment un absent à chaque ligne, donc de la défense avec Simon Kerr à l'attaque avec Zlatan. On arrive quand même à gagner des matchs. Et puis surtout, euh, j'analyse et je vois tous ces matchs selon le prisme de ce qu'on fait depuis les dernières saisons. On a l'impression de se répéter à chaque émission, mais ce match-là, mais je donne pas cher de notre peau il y a encore 2 3 ans. Quoi. Là, la gestion de se prendre un but sur corner à la 81e ou à la 82e, je veux dire, Ekdal, il aurait sonné une révolte, on aurait perdu 3-2 il y a quelques années. Quoi. Donc non, je suis très fier de mon équipe, très fier de l'avance qu'on est en train de se faire parce que Yann le disait, il ne faut pas perdre le nord. C'est beau ce qu'on réalise. Les 10 matchs sans défaite, c'est très beau, mais il ne faut quand même pas perdre de vue notre objectif qui est de retrouver la Ligue des Champions et aussi pas perdre de vue, voilà, on n'a que 5 points d'avance sur notre dauphin interiste, que la saison va être longue, très longue encore. Donc voilà, pour l'instant, consolider notre avance, profiter le plus possible d'être premier et on fera les bilans et les comptes à la fin de la saison. Une équipe plutôt jeune hein, qui a été alignée parce que sans la présence de nos deux cadres, nos deux seniors, on peut les appeler comme ça, Zlatan et Kier, ils ont été remplacés par Brahim Diaz, 22 ans je crois, et Gabia, une vingtaine d'années. Donc c'était une équipe très jeune, peut-être pas beaucoup d'expérience sur le terrain, mais derrière on sent qu'ils ont eu le courage et la détermination pour maintenir ce bon résultat. Donc c'est plutôt saluable. Après, moi, je reste quand même sceptique quant au choix de Pioli d'aligner Brahim Diaz et Akan en même temps en première Ouais, mi-temps. Je m'explique, c'est que pour moi, Brahim et Akan sont tous deux des joueurs qui, pour optimiser un maximum leur performance, doivent être alignés en 10. mm, Et hier, durant toute la première mi-temps, je crois qu'on en a parlé, Guillaume, un petit peu durant le pendant le match, match, ouais. euh, le jeu se passait passablement, passait presque pratiquement qu'à gauche. Avec Serge Calabria Qu'à et droite, qu'à droite, ouais. Salmenkers, qu'à Ouais. droite, pardon. Calabria et Salmenkers qui sont certes dans une très grande forme, mais on avait beaucoup de peine à trouver notre côté gauche où Akan avait un petit peu de la peine à être attiré par la ligne du côté gauche, Mm. qui jouait plutôt presque, on jouait presque avec deux disques avec Brahim et Akan qui se Exactement. marchaient un peu dessus. Mm. Brahim, ça lui donne qui occupait la place de numéro 10, ça lui donne aussi des possibilités en moins sur le côté gauche. Et de ce fait, je trouve que ouais, on tape beaucoup sur la prestation de Brahim, mais je trouve sur la première mi-temps, il y a aussi Akan qui, dans son placement, était pour moi pas assez à gauche et aussi n'offrait pas un maximum de possibilités à Brahim en numéro 10. Bah, je crois que sur la compo de base, c'était bien Brahim à gauche et Akan à droite, non? Alors Si je me trompe pas. sur la compo que j'ai vue un peu partout, ouais, c'était le Voilà, cas. c'était ça. Après sur Donc, le je pense que le problème, c'est que Akan et Brahim, enfin, Akan a dû très vite échanger avec Brahim parce que Brahim, enfin, en tout cas, j'ai senti comme ça, piétinait un peu sur les plates-bandes du Turc. Et du coup, le Turc a laissé sa place en milieu offensif à Brahim. Et c'est lui, ensuite, s'est dit, bon, bah, allez, je vais jouer côté gauche pendant la première mi-temps. Brahim, on va en parler très vite après, mais a été catastrophique dans l'axe. Et Akan, une fois la sortie de l'Espagnol, s'est retrouvé beaucoup plus à son aise dans le centre du jeu, pouvant allier les replis défensifs comme il a l'habitude de faire au milieu de terrain pour aider Kessie et Tonali. Donc, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Mais c'est ça, en fait. Le problème de Brahim, ça a été il a mis Akan dans la difficulté. Et on s'est retrouvé avec un espèce de deux milieux axiaux. Et donc, du coup, tout le jeu, par conséquent, s'est orienté vers Salmakers et Calabria. Et puis, c'est le cas depuis quelques matchs où vraiment les deux joueurs, enfin, le jeu est beaucoup plus prépondérant vers ce côté-là. On joue beaucoup plus à droite qu'en début de saison, ou l'année dernière encore plus, où on jouait vraiment du côté de Théo. On va passer au top et flop, les gars, si vous voulez bien. On va commencer avec les tops avec toi, Théo, si tu veux bien.
Ok, en troisième position, je la donne à Castillejo. Parce que c'est voilà, clairement pas le joueur que je porte le plus dans mon cœur. Un joueur que je trouve extrêmement irrégulier, qui n'a pas plus forcément sa place dans le 11 actuel. Mais qui, voilà, sur ses 3 dernières entrées de jeu, a eu le mérite d'être toujours aussi percutant et intéressant à voir. Certes, c'est un joueur qui est encore en manque de rythme, qui voilà, doit, on va dire, s'affirmer dans son jeu, etc. Mais voilà, c'est des buts importants face à Lille, face au Celtic, maintenant face à la Samp, avec pas forcément toujours du temps de jeu. Donc non, franchement, la performance de l'Espagnol est intéressante. Après, voilà, je n'en démords pas néanmoins sur le fait qu'il n'a pas forcément le niveau pour être titulaire à long terme. Mais sa performance hier a redonné quand même pas mal de bonnes intentions à l'attaque milanaise. Et je pense que là-dessus, il faut le saluer et le remercier. En deuxième position, Théo Hernandez, euh, le Français comme à son habitude, qui a encore dépensé énormément. On a tous souvent les mêmes critiques sur son repli défensif, mais ce qu'il a apporté encore offensivement, c'était très intéressant à voir. Donc non, les latéraux se sont quand même beaucoup plus distingués que les centraux sur ce match. Hier, j'ai eu l'impression. Deux très bonnes prestations qui nous ont été livrées par Calabria et Hernandez. Mais je mettrais Théo en deuxième place. Et puis en première, c'est difficile de passer à côté de lui quand Zlatan n'est pas là. Même quand il est là, il nous impressionne encore. Franck Kessié est pour moi mon homme du match. Quel match, encore une fois, de l'Ivoirien. On a sincèrement l'impression que, enfin, c'est l'impression que j'ai, qu'on n'exploitait pas pleinement son potentiel sous l'ancien Milan et qu'il était vraiment réduit à certains aspects de jeu où clairement c'était pas le plus décisif ou le plus utile. Et vraiment, ce rôle de double pivot lui permet de montrer quand même beaucoup plus de choses. Physiquement, enfin, il m'impressionne. Sincèrement, il a cette facilité à jamais obtenir, à jamais faire la faute tout simplement et juste s'imposer Mm. par son intelligence de jeu et de placement. Il y a le penalty évidemment, c'est bien de 2 en 2 matchs. Il aurait même pu faire 3 s'il nous avait mis le doublé face à la Fiorentina. Mais voilà, match encore très complet à côté d'un Tonali qui commence à monter en gamme et qui commence à nous proposer des belles choses. Yann, tu veux réagir? Ouais, tu parlais de l'importance de nos latéraux et j'ai trouvé très intéressant hier en début de match le système utilisé par Pioli où on voyait un Kessie revenir en phase de construction Mm. où on jouait presque à une défense à 3, Mm. ce qui permettait à nos latéraux qui en ce moment sont en pleine bourre au niveau de la construction du jeu offensif. Et on voyait un Théo très haut sur le côté gauche, un Calabria très haut sur le côté droit qui nous permettait de construire et Ouais. d'essayer d'apporter le danger à travers ces joueurs. Et on l'a vu en début de Bah, match c'est très souvent dans les phases où le ballon circulait derrière, où Kessie venait se mettre à la gauche de Romagnoli. On jouait pratiquement une défense à 3 Mm. qui était de droite à gauche avec Gabia, Romagnoli au centre et Kessie à gauche. J'ai trouvé très intéressant ce fait de jeu. c'est l'avantage face à un bloc bas. On sait que la Samp n'est pas forcément une équipe qui se projette beaucoup. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment le bloc bas à la spéciale Ranieri. Donc, faire monter comme ça les latéraux et apporter un surplus offensif, ça nous a vraiment aidé. Et ouais, je pense que c'est quand même, on va dire pas un aspect à négliger, mais cette capacité tactique que Kessié a sur certaines phases de jeu, elles étaient très intéressantes à suivre hier. Et ouais, tu le disais très justement, on peut remercier Hernandez et Calabria pour ce qu'ils ont apporté hier. Et dans ce même cas de figure où on voit que la tactique est très, très mise en avant dans notre jeu, on peut aussi voir que depuis très longtemps à Milan, enfin c'est depuis très longtemps que je vois plus à chaque fois un Milan qui arrive à réagir en fonction de l'équipe qui est en face, Mm. à mettre en place, comme là par exemple, Kessie qui va un peu reculer pour jouer dans une défense à 3, pour mettre en lumière nos latéraux qui sont Calabria et Théo. Et ça, faut clairement saluer, je pense, le travail fait par Pioli Mm. avec notre équipe qui commence à construire quelque chose de très, très, très solide et puis qui arrive à faire le caméléon, à s'adapter à Ouais. chaque équipe contre laquelle il va jouer. Et contre chaque équipe, j'ai l'impression qu'on a à chaque fois un petit temps d'avance tactiquement où on a justement cette tactique mise en place par Pioli qui porte ses fruits à chaque fois, on ne va pas se mentir, depuis le début de la saison. Et ça, c'est vraiment, ça faisait Ouais. longtemps qu'on n'a plus un entraîneur qui arrivait comme ça à réagir et qui mettait en Mm. place des schémas tels que Pioli les met en ce moment. Peut-être que c'était tout simplement pas possible avec l'effectif qu'on avait avant et les entraîneurs qu'on avait avant. Peut-être qu'il fallait juste eux, les entraîneurs, C'est probable. se mettaient sur les fondamentaux en mode tant qu'ils n'ont pas validé les fondamentaux, on va pas leur demander beaucoup plus. Là, avec l'équipe qu'il a, l'effectif qu'il a, Pioli, la confiance qu'il a de ses joueurs et les performances qui en ressortent, il peut se permettre d'approfondir dans la tactique, dans l'anticipation. Et c'est très juste ce que tu dis.
sur la capacité de l'AC Milan à faire le caméléon et à s'adapter en fonction de son adversaire. Tu vas continuer avec tes tops, Yann? Oui, alors moi je commence avec un joueur qui nous a peut-être un peu déçus en début de saison, un joueur pour lequel on avait mis beaucoup d'espoir et qui fait de grands progrès pour moi lors de ses 2 derniers matchs. On le voit maintenant, il a la responsabilité où quand Bennacer n'est pas là, c'est à lui de jouer. C'est Tonali. Moi je le trouve très intéressant hier dans ses prises de décision, toujours dans ses lignes de passe. Il commence un peu à prendre des risques. On a vu qu'il avait un peu commencé cette saison avec le frein à main, un petit peu peut-être peur d'avoir un si grand rôle, enfin un rôle dans une grande équipe de Serie A. Et là, gentiment, il prend la confiance et il m'a beaucoup plu hier. En phase défensive, parfois, c'est encore un peu léger, on ne va pas se mentir, mais je l'ai trouvé quand même sur certains duels quand même assez rudes avec les joueurs de la Sampdoria. Et du coup, je le mets en 3e place de mes tops parce que pour moi, il fait de grands progrès ces derniers temps. Il prend une certaine dimension dans notre équipe. On le dit tout le temps, on va le répéter tout le temps. Prendre le rôle d'un de nos 2 doubles pivots qui sont pour moi le meilleur milieu de Serie A en ce moment, on va pas se mentir. C'est vraiment pas évident, mais moi je trouve qu'il le fait bien ces derniers matchs où il a dû prendre ses responsabilités et du coup je le mets en place 3 de mes tops. En place numéro 2, Théo a souligné le travail de nos latéraux. Il a mis en lumière Théo Hernandez. Moi je vais mettre en lumière Calabria qui fêtait d'ailleurs son 24e anniversaire hier. Très intéressant sur ce côté droit, justement, ce schéma tactique en début de première mi-temps et même en toute la première mi-temps où il avait la possibilité de beaucoup monter grâce au repli défensif de Kessie, était très, très intéressant. Il adresse quelques bons centres qui sont, on le rappelle, peut-être pas sa grande spécialité. Quelques belles combinaisons, que ce soit avec Rebic, que ce soit avec Salmenker sur le côté droit, où il met 2-3 passes en profondeur dont on ne pouvait pas s'attendre venant de sa part il y a quelques mois, je pense encore. Mais grande montée en puissance de Calabria et sa place dans le top 2 de mes tops. Elle montre vraiment son excellent début de saison et ses excellentes performances depuis le début de la saison. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce joueur sur ses derniers matchs. Et en A, on tombe d'accord finalement avec Théo. Je mets Kessie. Il a beaucoup dit, c'est au milieu de terrain, c'est un rock. Un nouveau hier, il se prend plusieurs coups dans la lèvre. Je sais plus, il y a un moment, il y a la lèvre qui saigne ou comme ça. Et il ne s'arrête jamais. Il est toujours au charbon. Et c'est vraiment un rock au milieu du terrain. Très, très peu au sol. Dans les duels, il en gagne souvent. Je l'ai trouvé peut-être un peu en difficulté sur le duel de la tête face au grand Zorsby de la Sampdoria qui attrapait beaucoup de ballons de la tête. Mais sinon, que ce soit à la reconstruction, techniquement, ça a quand même un bon niveau. Et franchement, je ne cesse de me rappeler des performances que Kessie nous a fait depuis son arrivée à Milan. Il y a eu quelques bons matchs, mais c'était vraiment un joueur. J'en rigolais quand j'en parlais avec mes amis. Ou bien quand j'allais à San Siro, je leur disais attention les gars, vous verrez, on a un joueur au milieu du terrain, il s'appelle Franck Kessie, il joue avec des souliers de ski quoi. Et puis non, là depuis un moment, c'est absolument incroyable la technique et la puissance physique de Kessie, donc il mérite amplement pour moi sa place dans mon top 1. Très bien. Alors, j'ai pas vraiment le même top que vous, les gars. Donc, en 3e position, j'ai Calabria. Voilà, pour les raisons que tu as évoquées. C'est vraiment très, très bon défensivement, surtout, pour le coup, parce que voilà, il y a encore du déchet dans ses centres, mais encore qu'il a réussi à trouver plusieurs fois Rebic qui a vraiment vendangé sur ses actions. Donc, un Calabria très présent, très remuant sur le côté droit, qui a vraiment accompagné Salmakers offensivement. En 2e position, j'ai Kessié pour tout ce que vous avez évoqué. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. En revanche, en 1re position, moi, j'ai Alexis Salmakers. Voilà, parce qu'il a fait un match très complet jusqu'à la 75e minute où il est remplacé. Aussi très remuant, mais très juste pour le coup dans ce match-là, avec beaucoup de récupération de balles, des gestes simples, mais très techniques. Enfin voilà, des passes que Rebic aurait bien voulu faire derrière la jambe d'appui, etc., mais toujours dans le bon timing. Un très bon ballon de Alexis en centre au point de pénalty, là encore vendangé par Rebic. Voilà, il progresse vraiment. Je pense qu'il a pas la pression parce qu'il sait que c'est un joueur qui est peut-être en deçà techniquement des autres joueurs sur le terrain. Il est décomplexé sur le terrain, il joue à fond, il fait ses retours défensifs. Et là aussi, franchement, quand on était là il y a quelques mois, même quelques semaines, à
regrettait un peu le départ de Suso et on se disait ouais, Suso apportait vraiment sur le côté gauche et tout. Mais là, on a un mort de faim qui fait des retours défensifs et qui aide vraiment Calabria, chose que Suso était incapable de faire. Donc c'est là en fait où on est gagnant avec Salmakers, même si techniquement on pourrait se dire qu'il nous faut quelqu'un de meilleur à droite, il nous faut un petit step up voilà, par rapport à Salmakers, et Salmakers nous conviendrait très bien en remplaçant. Et ben moi je trouve que franchement il gagne vraiment sa place dans l'équipe et que on sent qu'il a vraiment l'estime de Pioli et que ce ne sera pas si simple que ça si on achète un ailier droit ou quoi, de le bouger dans la hiérarchie de Pioli parce que Pioli voilà, a ses cadres et je pense que Selmakers est vraiment apprécié dans l'équipe et par Pioli. Donc voilà, très bon match de Selmakers que je mets en top 1 les gars. Yann, tes flops maintenant. Alors mes flops, je vais avoir 2 flops. Aujourd'hui, j'en ai déjà parlé tout à l'heure un petit peu. C'est pour moi ouais, à la hauteur de leur première mi-temps. C'est surtout lors de la première mi-temps que j'ai vraiment eu de la peine avec ces joueurs. Je vais commencer par Akan en 2, qui pour moi, en première mi-temps, comme tu l'as dit, il se marchait dessus avec Brahim. Après, on ne va pas chercher, oui, c'est la faute de Brahim qui a pris la place d'Akan. Non, pour moi, les deux, il y a une mésentente entre les deux qui se marchaient beaucoup dessus, qui ne trouvaient pas forcément leur place et qui a fait que notre match était peut-être un peu plus difficile en première mi-temps à construire, à trouver des espaces et à trouver un jeu équilibré, que ce soit à gauche et à droite. Et justement, ça, ouais, je vais mettre les deux joueurs dans mes flops aujourd'hui, mais je pense que aussi le choix de Pioli de ne pas aligner un ailier gauche qui tienne vraiment sa ligne d'ailier gauche sur le côté gauche, comme l'a fait Augué en deuxième mi-temps, ça nous a vraiment porté préjudice sur la construction de notre jeu en première mi-temps, pardon. Donc pour moi, Akan est en 2. Après, oui, il fait une meilleure deuxième mi-temps, mais pour moi, ça ne sauve pas. Pour moi, il est un peu en dessous de ce qu'il peut faire d'habitude, de ce qu'on a vu au début de saison. Pour moi, je garde toujours cet Akan en début de saison qui était vraiment très, très dangereux. Et pour moi, donc aujourd'hui, il est flop 2. Et ensuite, en flop 1, pour moi, c'est Brahim. Quelle désillusion ce joueur lors de ce match contre la Sampdoria. On l'a vu lors de ses rentrées, on le voit encore face au Celtic où il est buteur. Il est capable de tellement de choses. Techniquement, il est tellement fort. Lorsqu'il est lancé face au but, comme hier, on a une occasion à la 18e minute Un où 4 contre 2. on a un 4 contre 2 et il perd complètement tous ses moyens. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il a envie d'aller seul et d'essayer de frapper lui-même. Et au dernier moment, Il n'y a pas de proposition surtout autour de lui sur cette action. Akan revient finalement faire le même appel que lui. Ouais. Et du coup, il se retrouve à 2 dans un périmètre de 2-3 mètres, je crois, autour, où la possibilité d'aller jouer couloir et de tenter un centre retrait ou un deuxième poteau, elle n'est pas possible. Et finalement, il s'excentre seul à gauche. Sauf que du coup, entre-temps, la défense est revenue, il loupe sa frappe. Mais on le soulignait depuis le début d'émission, c'est compliqué de faire jouer Akan et Brahim Diaz. On a d'autres associations qui sont essentielles dans l'effectif. Je pense à Leao et Zlatan, par exemple. Mais cette association Brahim, Çalhanoğlu, les deux joueurs ont vraiment tendance à se manger leur espace mutuel et ce n'est pas forcément bénéfique pour le 11. C'est ça, c'est ce que tu disais, c'est un 4 contre 2 dans la surface, hein, c'est pas à l'extérieur de la surface, c'est vraiment dans la surface de réparation. Mais tu as raison de le souligner, c'est une erreur de timing de Brahim qui peut peut-être la donner avant, quitte à se décaler avec Akan et jouer en 2. Après, voilà, c'est toujours facile de dire ça après coup. Akan fait effectivement le même appel que Brahim sur son côté gauche et tout près de lui, ce qui l'empêche de jouer avec Rebic, je crois, qui est à gauche de Akan et qui est sur le côté. Et derrière, côté droit, Brahim ne voit pas par contre l'appel de Salmakers. Donc, ce qui fait qu'on loupe vraiment un 4 contre 2 très intéressant. Mais c'est ça, ça a été très brouillon de la part de Brahim. T'as fini ou pas, Yann? Ouais, juste, ouais, voilà. Mais comme dit, je pense que la mauvaise performance, enfin la performance de ces deux joueurs qui sont dans mes flops aujourd'hui, elle est clairement due à leur alignement, les deux en même temps sur le terrain. Pour moi, c'est des joueurs qui doivent occuper le même poste, qui sont les deux des numéros 10 pour moi, si on veut optimiser un maximum leur performance. Et je pense que si on avait aligné par exemple Brahim en 10 et quelqu'un comme Augué sur le côté gauche ou vice-versa, quand on avait aligné un Akan en 10 et Augué sur le côté gauche, je pense que ils n'auraient peut-être pas leur place dans mes flops aujourd'hui. Très bien. Théo, tes flops? Alors pour la deuxième position, je vais mettre Brahim Diaz pour les mêmes raisons que vous avez citées précédemment.
C'est un joueur, voilà, de manière générale, les flops qu'on met quand même depuis le début de saison, et je pense que c'est important de le souligner pour les auditeurs, c'est vraiment pas des joueurs qu'on trouve forcément nécessairement mauvais ou vraiment en dehors de leur performance. Simplement des joueurs qui ont apporté moins de choses dans un match. C'est la définition très simple des flops, mais je la pense très importante à rappeler, surtout dans un contexte où on est premier et on est quand même il faut être honnête, bien au-delà de toutes les espérances qu'on aurait pu avoir à ce coup d'envoi de la saison. Donc, voilà, plus des déceptions que des flops. Mais Brahim Diaz m'a déçu hier. Oui, le positionnement, on en a assez parlé durant cette émission, je pense. Mais il y a vraiment cette énigme que Pioli va devoir résoudre où Brahim Diaz et Akan sont dans le même registre de jeu, très sensiblement dans les mêmes qualités et dans la même vision de jeu. Donc voilà, positionner Akan à gauche le rappellerait son rôle de 10, c'est le ferait bouffer la feuille avec Brahim dans l'axe. Mettre Brahim à gauche forcerait l'Espagnol à revenir souvent construire dans l'axe avec le Turc. Donc au final, c'est une répétition sans fin. Donc match compliqué pour Brahim Diaz hier. Je pense que voilà, il profitera bientôt peut-être d'un nouveau poste ou peut-être qu'il rentrera en cours de match avec un apport différent. Mais c'était compliqué en tout cas pour l'Espagnol. Et en première saison, Rebic, malgré lui, je pense qu'il faut vraiment préciser le contexte de ce joueur qui revient de blessure, qui était le plus âgé hier au coup d'envoi, 27 ans. Euh, c'est un joueur qui revient de blessure et qui n'est pas à son poste. Et vraiment, la gestion du mercato milanaise en est le principal responsable. Ils ont pensé, pour moi, à tort, que Zlatan n'avait pas besoin de doublure et on s'en rend sincèrement compte que Rebic n'est pas un neuf. On ne lui rend pas service en le mettant à ce poste-là. Il va retrouver son aile gauche à la fin à la fin de la blessure de Zlatan. C'est indéniable. Même Léao, on prend, je pense, s'il revient avant le Suédois, aura sa chance mais on rend vraiment pas service en alignant le Croate en pointe. On l'a senti pas à l'aise dans ses déplacements, etc. Et forcément, il nous sort un match pas à la hauteur de nos espérances. Mais c'est pour moi un joueur qui est pas à son poste et qui est vraiment dans une situation pas facile et qui paye un peu les blessures, les conséquences de ses blessures sur le 11. Donc voilà, Ante Rebic pour ma première position. Déçu aussi par Alessio Romagnoli, mais pas de là à le mettre dans mes flops. On en parlait, mais les latéraux ont été plus en vue que les centraux sur ce match. Et la performance d'Alessio Romagnoli, notamment sur les contacts, où pour moi, vraiment, l'action du penalty, à l'image des pénaux qu'il nous a provoqué depuis le début de saison, est vraiment à éviter. Et je ne sais pas si c'est un autre arbitre ou si c'est pas l'arbitre d'hier. Pour moi, il y a pénaux. Enfin, c'est évident. Et en delà sur certains duels, donc un peu déçu par la performance d'Alessio. J'ai limite trouvé Gabia plus solide. Après, l'association des deux avait quand même beaucoup de cœur et d'envie. Je pense que c'est aussi Ouais, pour ça qu'on s'impose hier. Mais quand même. voilà, on va accorder du temps à Alessio Romagnoli. Apporter un jugement définitif aussitôt ne serait ni constructif et beaucoup trop basé sur la culture de l'instant. Mais c'est un joueur dont on attend le niveau qu'on a vu sur ces dernières années et qui, on l'espère, va y revenir le plus vite possible. Ouais, Romagnoli, moi je l'ai trouvé assez juste, surtout dans les 10 dernières minutes où il a vraiment permis de soulever la tête en gagnant beaucoup de ballons de la tête. Donc moi je suis pas forcément d'accord avec toi. En revanche, je te suis sur Diaz et Rebic. Rebic que j'ai mis en deuxième position. Voilà, tu as très bien dit qu'il a été utilisé dans le même registre que Zlatan, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Gabia a envoyé énormément de ballons longs. Le truc, c'est que Rebic, on sait qu'une de ses fortes qualités, c'est sa puissance. Et face à des latéraux, il arrive à faire, parce que les latéraux sont un peu plus frêles que des centraux. Donc, du coup, il arrive à gagner ses duels, etc. Dans l'axe, on l'a vu face à Tonelli où il a une vraie action de but. Tonelli est pas loin de l'anti-jeu où il met la main pour retenir Rebic et il sauve le ballon sur la ligne. Mais on voit que ça a été plus compliqué pour Rebic dans l'axe. C'est pas un numéro 9 de métier. Il a vengé énormément d'occasions également dans l'axe. Sa conduite de balle aussi. Alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué que je remarque depuis toujours et qui est une aussi des grosses faiblesses de Rebic, c'est sa conduite de balle. Et lorsqu'il est sur le côté, il arrive, parce qu'il demande le jeu court aussi avec Théo, il arrive à trouver voilà, des décalages pour centrer vite. Et on sait que voilà, il aime bien dribbler, faire son passement de jambes pour trouver un centre. Autant quand il est envoyé dans la profondeur, il fait jamais le bon contrôle. Et lors de ses premières touches de balle, il s'en mêle les pinceaux constamment. Et du coup, il se retrouve toujours avec le ballon derrière, enfin, contre-courant du jeu. Et du coup, il perd du temps et il s'en mêle les pinceaux. Et c'est là où son registre est problématique dans l'axe. Parce qu'il veut il veut jouer dans la profondeur. Mais derrière, je trouve que balle au pied, c'est plus compliqué pour Rebic.
Donc, moi, je le mets dans mes flops 2, malgré sa passe décisive pour Castillero. Là, très bien senti, mais parce qu'il est côté gauche. Il est côté gauche et il adresse un centre au penalty très bien trouvé et dans le bon timing pour Castillero. En première position, j'ai Diaz. Je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. On a tout dit lors de cette émission. Alors moi, je voulais juste réagir, je le trouve un peu dur avec Ante Rebic. Déjà, on le dit, il occupe vraiment une place difficile qui est la place d'Ibrahimovic. On voit que les automatismes de notre équipe ont clairement été faits pour un jeu avec Zlatan en pointe, où on cherche beaucoup souvent la tête de Rebic. Je ne l'ai même pas trouvé si mauvais que ça hier de la tête Rebic. Même à quelques fois, il a gagné un duel. Je pense notamment à un duel en deuxième période où Rebic reçoit une longue passe, il arrive à la dévier de la tête pour Salmakers qui Ouais, ensuite se fait rattraper par tout à fait. Tonelli, je crois. C'est ça. Donc ça, je trouve notamment que c'est quelque chose d'intéressant. Après, il fait quelques bonnes prises de balles aussi en attaque où il a quelques occasions, je trouve. Après, c'est clair que dans le dernier geste, il manquait encore un petit peu de spontanéité, il manquait encore un peu cet instinct tueur, comme on dit, pour vraiment la mettre au fond. Il nous faut encore en plus une passe décisive qui est loin d'être mauvaise. Après, je suis complètement d'accord, je vous rejoins totalement sur le fait que ce n'est pas son poste là où il joue et qu'on n'optimise pas du tout ses performances en l'alignant à ce poste-là. Mais sur le match d'hier, je trouve qu'il arrive quand même à créer quelques petites choses. Il donne beaucoup, parce qu'on le sait, un poste comme ça, seul devant, c'est un poste qui est très ingrat, où on doit beaucoup courir pour très souvent très peu de résultats. Et je trouve qu'il se donne vraiment à fond sur le devant de l'attaque. Après, on le sait, c'est pas parce que le joueur court et mouille le maillot et est transpiré à 90e minute qu'il fait forcément un bon match. Mais je le trouve quand même sur plusieurs occasions intéressant, où il manque seulement une toute petite chose pour vraiment qu'il puisse inscrire un but, adresser une bonne passe décisive ou comme ça. Donc, moi, c'est pour ça qu'il ne fait pas partie de mes flops aujourd'hui, même si je pense que Rebic à gauche, c'est de l'eau et du vin en fonction, si on le compare à Rebic dans l'axe qui occupe le Ouais. poste de Zlatan. Et là, c'est là que tu le soulignes très bien, Théo, et que je trouve que notre direction n'a pas forcément bien géré le mercato. C'est pour remplacer Zlatan. Pour moi, on n'a pas de réel remplaçant de Zlatan. Colombo, c'est encore beaucoup, beaucoup trop léger. On ne peut pas lancer comme ça un jeune dans le grand bain euh, avec des petits bouts de match pour qu'il puisse occuper le rôle de Zlatan. Et un deuxième problème, c'est aussi pour moi en défense centrale où il nous manque clairement aussi un défenseur central en cas de pépin. Ok, merci Yann. On va refermer du coup la page autour du match face à la Sampdoria pour aller sur le joueur du mois de novembre. Donc le joueur du mois de novembre, on a dans la discussion des caissiers, des Benacer, des Zlatan, des Kier, des Donnarumma. Théo, quel joueur veux-tu mettre en avant? Quel est ton joueur du mois? Mon joueur du mois, c'est Franck Kessié pour ma part. Évidemment, les autres joueurs qui ont été cités dans la liste sont tout aussi des sérieux concurrents. Après, ce mois de novembre, tout comme le mois de décembre, je pense, aura été très chargé. Et on a encore un rush absolument interminable qui va arriver bientôt et qui d'ailleurs me fait dire que j'espère que Pioli fera tourner face au Sparta parce que ça serait clairement un match sans enjeu. Mais voilà, sur ce mois de novembre, Benacer est là à toutes les rencontres sauf celle face à la Fiorentina où il est ménagé. Zlatan loupe les quatre derniers matchs, dont deux au mois de novembre, la Fiorentina et le retour face à Lille. Kessié loupe un seul match au mois de novembre. C'est celui face à Lille, le nul où il est ménagé. Le reste du temps, il était sur le terrain et globalement, l'Ivoirien m'a impressionné. On en parle depuis plusieurs mois maintenant. Mais avec le recul, des fois, je me pose simplement sur ses performances et je me dis, mais quelle transition, quelle arrivée pour un joueur qui a été si critiqué, parfois à juste titre, parfois injustement, mais qui était vraiment en delà des performances qu'on pouvait en attendre. Et c'est vraiment un régal de le voir dans ce nouveau poste. Beaucoup de qualité pour l'Ivoirien sur plein de domaines du jeu. C'est le joueur le plus régulier cette saison, indéniablement, Kessié, non? Au-delà d'être régulier, je pense que c'est vraiment un joueur dont on a peut-être sous-estimé certains aspects, certaines utilités dans son jeu. C'était un joueur qui avait le totem d'immunité comme à Cannes sous le Milan de Gattuso. Et on l'a tellement vu, et pas forcément sous les bons aspects ou dans la bonne utilisation, qu'on en a parfois négligé certaines de ses qualités premières. J'ai pas sur certains aspects de jeu, on retrouve quand même ce caissier
de son arrivée après l'Atalanta, parce que c'est quand même sa 4e saison chez nous. Mais on le sent différent, ouais. On le sent plus utile, on le sent. Ouais, c'est vraiment pas le même joueur. Et ça se joue vraiment sur des détails parce que c'est pas un joueur comme Akan qui était dénaturé, pas à son poste et qui était quand même titulaire. C'est vraiment un joueur qu'on a vu à quelques aspects de jeu sensiblement dans ce qu'il nous propose cette année, mais c'était pas du tout le même joueur. Et puis, il y a peut-être cette arrivée, ce signe avec Ismaël Bennacer qui a révolutionné sa manière de jouer. Mais non, ouais, l'Ivoirien, c'est définitivement un régal à voir jouer sur tous les compartiments de jeu. Ça joue à très peu de choses, sa place avec Bennacer et Zlatan. Mais il aura eu le mérite et surtout les conditions physiques d'être présent sur toutes les rencontres sauf une. Et voilà, Zlatan s'est blessé, Bennacer est ménagé sur les dernières rencontres. Donc mon vote pour le joueur du mois ira à Franck Kessié. Très bien. Yann, quel est ton joueur, toi? Ben moi, comme tu le dis, comme le dit justement Théo, tous les joueurs que tu as cités pouvaient faire partie pour moi du joueur du mois. Et quelque chose à souligner aussi, c'est qu'on en parle depuis le début de la saison. L'équipe qui nous fait gagner depuis le début de la saison, c'est clairement l'équipe. C'est clairement le bloc équipe. C'est clairement chaque joueur a un rôle très important dans cette équipe et fait que tout roule depuis le début de la saison. Toutefois, je dégage quand même un top, un joueur avec qui j'ai pas toujours eu un excellent feeling. Je vous l'expliquerai juste après. C'est Ismaël Bennacer. Pour moi, il a fait un saut de qualité cette saison absolument incroyable. Il a une place dans notre effectif qui est plus qu'importante. Il a pris une dimension dans notre milieu de terrain à deux avec Kessie également fantastique. Il est très bas sur ses appuis, il perd très peu de ballons à la construction, il trouve des lignes de passe carrément folles, je trouve, parfois. Il nous met des passes en profondeur ou simplement des passes entre les lignes. Il va trouver Zlatan, il va trouver nos ailiers. Il est devenu beaucoup plus solide qu'avant et pour moi, il perd beaucoup moins de ballons qu'avant. On m'a souvent critiqué sur le fait que je critiquais le joueur lors de sa première saison où j'étais pas convaincu par son rôle, où souvent on l'avait aligné seul devant la défense. Et pour moi, il était juste un petit peu limite pour moi à ce poste-là, où il perdait quand même un petit peu les ballons, il se mélangeait un petit peu les pinceaux. Après, ben, pour moi, c'était totalement normal. Il arrivait dans un nouveau club, en venant d'une petite équipe comme l'Empoli. Il venait certes d'une grande CAN où il avait été élu meilleur joueur, mais il avait encore un petit peu de peine peut-être à s'imposer dans un grand club, peut-être aussi à ce qu'il ait autant de responsabilités directement à son arrivée à Milan. Et mine de rien, pour moi, il perdait quand même beaucoup de ballons. Et après, une stat qui me fait aussi dire qu'il a très nettement progressé, c'est ses cartons jaunes, où l'année passée, il ne cessait de prendre des cartons jaunes pour des fautes, qui, je le rappelle, ça venait souvent après une petite perte de balle, après une petite situation où tout à coup l'adversaire partait en contre et Bennacer était un petit peu dépassé. Je pense aussi du fait qu'il jouait seul devant la défense. Pour moi, il avait peut-être aussi un peu de peine par rapport à ça. Et pour moi, si on prend le Bennacer de la saison passée que j'ai eu critiqué, Ismaël, si tu m'entends, je m'excuse, hein. Mais pour moi, il a pris une dimension totalement neuve depuis le début de cette saison et pour moi, on ne peut plus se passer de lui. Et au milieu de terrain, c'est vraiment devenu un pilier avec Kessie et ils font partie pour moi, les deux, Kessie et Bennacer, des deux meilleurs, du meilleur milieu de Serie A. Ouais, faut rappeler juste que tu étais sceptique par rapport à Bennacer avant le restart, hein. C'était Ouais. l'après Bakayoko, l'avant restart. Mais depuis le restart, globalement, je t'ai jamais vraiment entendu dire du mal de Bah Bennacer. depuis qu'on joue un milieu à deux, c'est vite vu. Mm. Où j'ai eu critiqué Bennacer et j'ai eu critiqué Kessie avant qu'on passe à ce milieu à deux qu'on a mis en place en partie pour Ibrahimovic. Et depuis qu'on joue avec ce milieu à deux, les deux joueurs sont totalement transformés et nous offrent des prestations au milieu du terrain dignes d'une très grande équipe. Très bien. Alors pour ma part, comme joueur du mois, je l'ai loupé la semaine dernière. J'espère qu'il sera élu joueur du mois ce mois-ci, pardon. Le mois dernier, c'était donc Léao qui avait été élu. Ce mois-ci, pour moi, c'est encore une fois Zlatan Ibrahimovic. 3 matchs joués en Serie A, 4 buts, une passe D, dont le doublé face au Napoli. Voilà, sa dimension est ultra importante. Ce qui est significatif, c'est que depuis qu'il n'est pas là, face à Fiorentina et face à Sampdoria, nos deux adversaires ont gagné plus de duels pendant le match. Avec Zlatan, on avait complètement l'ascendant sur les duels aériens. Sans Zlatan, on les perd.
Donc voilà, et puis juste le Suédois est vraiment important. On le voit lorsqu'il n'est pas là. Offensivement, malgré le fait qu'on marque quand même, c'est beaucoup plus compliqué, c'est moins juste. On sent vraiment que si on ne met pas le premier but, ça peut durer longtemps et on pourrait se retrouver peut-être la semaine prochaine parce que Zlatan est encore out face à Parme. Ça pourrait être un match qui, si on ne marque pas en première mi-temps, on peut se rendre la tâche difficile parce que derrière, ce n'est pas assuré non plus qu'on trouve la différence face à un bloc équipe qui est très bas de Parme. Mais voilà, Zlatan pour moi est encore une fois joueur du mois pour l'AC Milan. Sur Facebook et Twitter, on vous a posé la question et vous avez voté. Sur Facebook, du coup, c'est Zlatan qui est beaucoup plus ressorti avec ce message de Abdelkrim Abed qui nous dit Zlatan, en plus de ses 4 buts marqués, on l'a vu très impliqué en étant toujours présent lors des entraînements et des matchs. Il encourage, il crie, il recadre. Quand les autres joueurs voient ça, ils se remettent encore plus en question, je pense. Voilà, donc c'est toujours ce côté leadership de Zlatan qui ressort. En revanche, sur Twitter, c'est Kier qui est ressorti. Voilà, au vote, beaucoup de personnes ont voté Kier. J'ai toutefois pris aussi ce commentaire de Facebook de la page AC Milan Fan qu'on dédicace. Je dirais Simon Kier pour sa constance, pour sa sérénité depuis qu'il a rejoint l'AC Milan. Rappelons-nous que nous nous demandions pourquoi le Milan recrutait un joueur comme lui. Et aujourd'hui, c'est notre patron en défense. Avez-vous déjà vu Kier faire un mauvais match avec Milan? Je ne m'en rappelle pas personnellement. Alors voilà, pour le récompenser pour ses belles performances, je mets le Danois meilleur joueur du mois de novembre. Donc, ce qui nous fait que, voilà, donc avec Facebook et moi-même, Zlatan Ibrahimovic est élu meilleur joueur du mois de novembre. Il suit Kessié en septembre et Leao en octobre. Voilà, messieurs, peut-être un petit mot de la fin, Yann? Pour moi, totalement de mérité, Zlatan. J'ai parlé de Benacer, mais pour moi, Zlatan, ce mois-ci, c'est quand même un doublé face à Naples, incroyable, qui nous fait gagner à Naples depuis 10 ans. C'est aussi un retourné acrobatique. On n'en parle pas beaucoup, mais face à l'Udinese, où il nous offre aussi une victoire sur un terrain très, très difficile, face à une équipe très compacte, où c'est lui qui arrive à débloquer la situation sur un retourné acrobatique incroyable. Donc, ouais, pour moi, 39 ans, mais on sait, si on cessera de le répéter, c'est fantastique. Et son rôle de leadership, qui plus est, où on le voit à San Siro sur le bord du terrain. Il y a eu une polémique récemment où on parlait de jeunes joueurs du Genoa qui étaient sur leur téléphone alors que leur équipe était en train de perdre le match et qui étaient sur leur téléphone en train de regarder des choses, je ne sais pas. Et on a Zlatan, 39 ans, qui est plus au bord du terrain. S'il pouvait se mettre à côté de Pioli et encourager les joueurs, je pense qu'il le ferait. Ouais. Et on le voit on l'a vu après le 2-0 face au Celtic, à travers son masque, on a vu les yeux de Zlatan qui étaient noirs. Il regardait ses coéquipiers et je pense que les mots qui suivaient avec n'étaient pas très tendres non plus. Et je pense que c'est un rôle de grand frère, de leader qu'il a qui est surimportant, même lorsqu'il ne joue pas. Donc pour moi, c'est ce prix de meilleur joueur du mois de novembre. Il est totalement mérité pour notre géant suédois. Parfait. Merci beaucoup les gars en tout cas d'avoir répondu présent encore une fois. Merci Théo, merci Yann. On se retrouve le week-end prochain, en tout cas lundi prochain, après le match du dimanche soir à 20h45 face à Parme. Bonne semaine à vous et puis force à Milan. Ciao. Ciao tout le monde.